Merci, Président. Beaucoup de choses ont déjà été dites par mes collègues, donc je vais tâcher d'être le plus synthétique possible. Revenir sur les 6 années que nous avons passées. En 2015, un visionnaire appelé Valigny créait les super-régions. Quel a été l'impact pour nos contribuables, pour nos concitoyens, de cette super réforme des régions? De Lille à Marseille, de Strasbourg à Rennes, toutes les ex-capitales régionales ont subi un impact extrêmement lourd de cette décision politique. Impact extrêmement lourd sur l'emploi, puisque nous avons perdu des fonctionnaires majoritairement de catégorie A, des services même du Conseil régional, des services déconcentrés d'État, et je ne les citerai pas tous parce qu'ils sont extrêmement nombreux. Ceci a entraîné, Monsieur le Président, et vous le savez mieux que personne, une contraction des bases fiscales pour ces ex-capitales régionales, avec des difficultés pour les élus qui gèrent ces grandes villes et ces intercommunalités de pouvoir continuer à maintenir un service public de qualité au bénéfice de leur population. Tout ça dans l'optique, selon M. Valigny, de réaliser des économies d'échelle structurantes. Or, en l'espèce, si on s'en réfère à ce qui s'est passé chez nous, en Nouvelle-Aquitaine, les charges de personnel des 3 régions consolidées en 2015 étaient de 323 millions d'euros. Si l'on regarde à combien nous sommes aujourd'hui, nous sommes à 393 millions d'euros, soit une hausse de 22%. Alors, Monsieur le Président, je sais ce que vous allez me dire, il y a eu des transferts de charges. Ok, c'est vrai, il y a eu des transferts de charges. Mais si on ramène ces charges à l'habitant en Nouvelle-Aquitaine, nous sommes à 60 euros, contre 50 euros par habitant sur le plan de la moyenne nationale. Notre collègue Colombier, Pascal Requena, le disait tout à l'heure, nous sommes parmi les plus mauvais élèves en termes de charges qui pèsent sur nos concitoyens. Sans compter, et j'insiste là-dessus, que l'impact pour les ex-capitales régionales sera long, difficile à compléter, difficile à combler, quand bien même, Monsieur le Président, et j'anticipe votre future réponse, les aides en volume allouées sur ces territoires sont supérieures à celles qui étaient allouées par les ex-régions administratives. Mais la réalité, Monsieur le Président, c'est que quand vous perdez des fonctionnaires de catégorie A, vous perdez des contribuables qui sont souvent en âge d'avoir des enfants. Et vous perdez parfois plusieurs centaines d'enfants sur un territoire. Et ça, Monsieur le Président, toutes les aides que vous pouvez voter ne les compenseront jamais. Voilà le résultat de la brillante réforme voulue par Monsieur Valigny. À ça, aujourd'hui, vous nous demandez de créer 418 emplois non permanents sur des CDD dans cette plénière allant de 1 à 6 mois, sans connaître le coût de ces renforts de personnel. De quoi, Monsieur le Président, interroger un grand nombre d'entre nous sur la capacité et la réalité de nos finances dans un contexte de crise sanitaire et sociale sans précédent. Pour revenir à la séance d'aujourd'hui, et je ne vais pas paraphraser tout ce qui a déjà été dit, mais sur la contractualisation. Vous êtes en négociation depuis 2019. Ça fait bientôt 2 ans que nous discutons de ce contrat cadre. Or, le texte n'est disponible que 48 heures avant la séance. L'État et la région se renvoyant mutuellement la balle sur le fait que ce n'est pas ma faute, c'est de la faute de l'autre. Pour votre info, Monsieur le Président, mais vous le savez puisque vous avez été président des régions de France, le Grand Est a validé ce document cadre fin janvier. La région Auvergne-Rhône-Alpes, fin février. Nous, tout ceci est programmé pour la fin décembre 2021, si tout va bien. Sans anticiper la séance de vendredi, le document fait l'impasse, et j'insiste là-dessus, sur une partie extrêmement importante qui est le financement des infrastructures de transport. Alors vous allez me dire, on va rattraper ce qui n'a pas été fait entre 2015 et 2020. Certes, mais ce n'est pas très ambitieux pour une aussi grande région que la nôtre, puisque nous avons, vous le savez, 2 problèmes de mobilité. Le désenclavement des territoires ruraux, particulièrement du nord et de l'est de cette grande région, et des questions de mobilité du quotidien sur les agglomérations qui tendent aujourd'hui à se densifier tous les jours un peu plus. Je ne vais pas revenir, Monsieur le Président, sur toutes vos déclarations en matière de désenclavement. Vous avez fait des choix politiques qui sont les vôtres, il ne m'appartient pas de les commenter, de mettre plus sur le ferré que sur le routier. C'est un choix politique que beaucoup partageront, d'autres pas. Vous avez toutefois dit qu'il y avait des efforts à faire sur certains grands axes routiers. Et vous avez longtemps parlé du désenclavement du nord de cette grande région et particulièrement de l'axe Limoges-Océan ou Océan-Limoges en passant par Poitiers. Je voudrais vous rappeler 2-3 choses, Monsieur le Président. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle ensemble, mais je voudrais le rappeler publiquement. Il y a 2 ans, vous êtes venu présenter vos vœux
au consulaire et aux forces vives du Limousin. Vous avez fait la même chose quelques jours avant en Poitou-Charentes. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, que le sujet majeur de désenclavement de cette grande région, c'était un axe routier sécure entre Limoges et Poitiers pour pouvoir rallier à terme l'océan. Et vous avez pris comme exemple l'A65. L'A65 qu'à l'époque vous avez défendu contre vents et marées, contre un certain nombre de barons de votre propre famille politique et que vous avez, je vous cite, imposé. Vous, puissant président de région Alain Rousset, avez décidé de tordre le bras de l'État et d'imposer une autoroute concédée A65 entre Pau et Langon. Monsieur le Président, vous avez pris l'engagement devant l'ensemble du corps économique du nord de cette grande région, devant l'ensemble des acteurs consulaires, de faire de même pour cet axe Limoges-Poitiers. Et puis, les mois ont passé, les années ont passé. Certaines échéances approchent, Monsieur le Président. Et quand vous me le concédez de temps en temps, vous avez besoin d'une coalition. Vous avez besoin de faire une majorité. Et donc, pour réaliser cette majorité, pour arriver à faire cette future coalition, vous renoncez à des grands dossiers d'aménagement du territoire, vous repliant sur le fait qu'il faut aller vite et donc il faut s'en plier au CPER puisque les fonds sont là. Sauf que ne comparons que ce qui est comparable, Monsieur le Président. Une mise à 2 fois de voie de cet axe 147, route nationale 147 par le CPER, mettra des décennies à voir le jour. Vous le savez, Monsieur le Président, aujourd'hui, l'État nous dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas le clame dans des réunions publiques, que des concessionnaires privés seraient prêts à mettre 600 à 700 millions d'euros sur cette route qui en coûterait 1 milliard si elle voyait le jour. Ça signifie qu'il resterait 300 millions à la charge des collectivités. Non mais vous regardez votre directeur général des services. Moi, je vous dis ce que dit le ministre des Transports. Alors, où il ment, ce qui peut arriver en Macronie, hein, mais il le dit publiquement dans toutes les réunions où il passe. Vous avez des présidents de chambres consulaires qui avancent à longueur de journée ces chiffres, que ce soit la CCI de la Haute-Vienne ou la CCI de la Vienne. On vous explique que cette autoroute concédée coûterait 1 milliard. Qu'un concessionnaire serait prêt à mettre 600 à 700 millions, que 2 concessionnaires seraient susceptibles d'être intéressés. Il resterait donc à la charge, je parle au conditionnel, puisque ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos du ministre des Transports et d'un certain nombre de consulaires, encore une fois. Il resterait donc à la charge des collectivités 300 millions. Eh bien, Monsieur le Président, si l'État, la région, les départements et les agglomérations concernées ne peuvent pas mobiliser 300 millions d'euros pour un projet aussi structurant pour le territoire, l'heure est grave, Monsieur le Président. Mais ce que je veux vous faire dire publiquement aujourd'hui, c'est que vous avez pris position ardemment sur ce dossier, que vous connaissez par cœur, et qu'aujourd'hui vous êtes obligé de faire machine arrière au risque de mettre en péril votre future coalition. C'est ça la réalité. Mais Monsieur le Président, à vouloir faire plaisir à tout le monde, je crois que vous êtes en train de faire plaisir à plus personne. Quand je lis dans la presse quotidienne régionale les propos de notre collègue Nicolas Thierry, qui dit « Le problème avec Alain Rousset, ce n'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il ne fait pas ». À vouloir contenter tout le monde, Monsieur le Président, vous ne contentez plus personne. À commencer par ceux qui vous ont longtemps soutenu, dont vous vous plaisez à dire qu'ils vous soutiennent, que sont les chefs d'entreprise et le monde économique de ce nord de territoire. Ils vous ont écrit, encore ce week-end, nous nous interrogeons sur votre position et, Monsieur le Président, je regrette que vous ayez tenu ces propos aussi convaincants, aussi pertinents en comparant cet axe à l'A65 que vous avez imposé il y a quelques années de cela. Je vous souhaite de terminer votre mandat avec un peu plus d'apaisement que celui que l'on connaît en ce moment. Je ne sais pas si les élections auront lieu au mois de juin. Tout ce que je sais, c'est que le Alain Rousset que j'ai connu en début de mandature n'est pas tout à fait le même que celui que je connais en fin de mandature. Merci, Monsieur le Président.